Bien. Alors, il nous reste une demi-heure, un peu plus, pour traiter de la théorie brentanienne des frontières, qui va être peut-être un peu plus imagée. À la suite de ça, on passera à Meinong. Je me suis planté bêtement dans l'enregistrement, ça n'a pas enregistré la première partie de séance, donc vous n'aurez pas en ligne, sauf si je trouve un moment pour réenregistrer en solitaire la première partie sur la métaphysique, le réisme de Brentano. Alors, théorie des frontières de Brentano. Donc, on s'est bien cassé la tête pour essayer de comprendre le réisme. Ces deux thèses bizarres. Les substances sont des parties des accidents d'une part, et le rejet de l'idée que si quelque chose a une partie et qu'on enlève cette partie, alors il reste quelque chose, le rejet du principe de supplémentation faible. Mais si on avale ces deux couleuvres, on a une jolie théorie. Alors, Brentano a une autre, dans ce même livre, la Kategorienlehre, la théorie des catégories, et dans un ensemble d'autres textes, il accorde une grande importance à la notion de frontière, à la notion de continu, et la manière dont cette notion de frontière cadre exactement avec le réisme de Brentano n'est pas complètement claire. Donc il a toujours cru, semble-t-il, à l'existence des frontières, mais une frontière, on va le voir, ce n'est pas franchement quelque chose qui ressemble à une chose. Il devrait dire que les frontières sont des choses, mais comment est-ce qu'il peut le faire, ce n'est pas complètement évident. Alors, nous, on ne va pas s'intéresser à essayer de concilier sa théorie des frontières avec la théorie des choses. Lui pense qu'on peut le faire. Voici ce qu'il dit dans ses livres, sans doute, de Space, Time and Continuum, où il parle le plus de cette notion de frontière, et il pense que les frontières sont des choses, but just as it is certain that there are boundaries and that they must be included among things, it is also certain that a boundary is not a thing existing in itself. The boundary could not exist unless it belonged as a boundary to a continuum. Donc les frontières doivent être comptées parmi les choses, mais parmi les choses qui dépendent d'autres choses. Okay. Et ça, ça va être la notion centrale pour la notion de frontière. C'est l'idée que la frontière, la limite de quelque chose, ça dépend ontologiquement de l'objet en question. Alors, à quoi s'oppose Brentano? Il s'oppose à deux choses. Il s'oppose d'abord à l'idée qu'il existe des choses comme des points mathématiques. Si vous avez fait de la physique, de la mécanique classique au lycée, ou si vous en faites encore, vous vous souvenez qu'on traite des corps, les différentes forces qui s'exercent sur, je ne sais pas quoi, un seau sous-tendu par des poulies, on traite du seau comme d'un point. Okay, vous mettez vos flèches de force qui s'attachent simplement à un point. Donc on fait l'hypothèse que les corps, et c'est présent chez Newton explicitement, les corps, on peut les concevoir comme des points. Si vous avez fait des mathématiques maintenant, vous savez aussi qu'on conçoit en général la série des nombres, que ce soit les nombres entiers, mais aussi tous les autres nombres, comme une série de points, une série souvent dense de points. Entre deux points, il y en a toujours un autre, mais vous concevez les nombres comme des points sur un continuum. Okay. De la même façon, vous concevez une ligne en géométrie comme un ensemble infini de points, de telle sorte qu'entre deux points, il y en a toujours un autre. Puis quand vous tracez une ligne, on vous dit toujours, oui, mais en fait, tout ce qu'il y a, c'est des points, il n'y a pas de... la continuité de la ligne est assurée par le fait qu'il y a une infinité de points. Alors ça, Brentano n'aime pas du tout. Et là-dessus, il est très aristotélicien. Il y a aussi chez Aristote, dans sa physique notamment, des réflexions très intéressantes sur le continu. Brentano pense qu'il n'existe pas de point si par point, on entend des entités spatiales qui sont simples, qui ne sont pas étendues, qui n'ont pas de partie, et qui existent indépendamment de toute autre chose. Okay. Brentano va dire, oui, c'est vrai qu'il y a des points en un sens qui ne sont pas étendus, mais ces points, on va le voir, ont des parties, et ils sont toujours existentiellement dépendants d'autre chose. Okay. Donc, autrement dit, Brentano est contre l'idée qu'on va construire la réalité en mettant plein de petits points les uns à côté des autres, et puis ça va nous faire un continu arithmétique, un continu géométrique, spatial, etc. Donc, cette idée de point, elle revient dans beaucoup d'endroits. Je vous ai mentionné la physique newtonienne.
Dans la psychologie humienne, il y a quelque chose de très proche. Hume conçoit le monde visuel typiquement comme une mosaïque dans laquelle vous avez différents points colorés juxtaposés qui forment l'image générale. Brentano va être très opposé à ça, comme le sera son élève Meinong, qu'on va étudier à partir de la prochaine fois, et ça va donner naissance à une théorie, à un courant d'études dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle la psychologie de la forme, la Gestalt Psychology, où on dit on perçoit des formes, il y a une forme de holisme, on perçoit des formes avant de percevoir une succession de points. Je mentionne juste ça entre parenthèses, on va y revenir brièvement quand je vous parlerai de Meinong la prochaine fois. Et puis vous avez des conceptions mathématiques du continu, les conceptions standards de Cantor et d'Dekind, où vous avez pareil, la suite des nombres, c'est une suite de points. Donc Brentano ne veut pas de ça. On ne part pas des points comme de substances inétendues qui existent indépendamment et qui n'ont pas de partie. Il y a bien des substances, il y a bien des entités qui n'ont pas d'extension dans l'espace, mais elles ont des parties et elles sont existentiellement dépendantes. Elles ne peuvent pas exister seules. Ça, c'est la première thèse dont il ne veut pas, donc l'idée qu'il existe des points dans ce sens-là. Et il ne veut pas non plus de la thèse, qui est la thèse de Whitehead, qui dit que toutes les entités sont étendues, okay, et que ce sont les points qui sont des abstractions. Dans la théorie de Whitehead, tout ce qu'on a, c'est des extensions spatiales ou temporelles, et on peut concevoir des points comme une forme d'abstraction à partir de convergence de certaines extensions temporelles ou spatiales. Brentano ne veut pas de ça. Okay. Pour lui, il existe des entités spatiales qui ne sont pas étendues, mais ces entités spatiales, ça va être les frontières précisément, elles sont existentiellement dépendantes des entités spatiales qui sont étendues. Okay. Donc il y a des choses qui ne sont pas étendues, mais elles dépendent de celles qui sont étendues. Bien. Peut-être je devrais vous faire cette petite parenthèse-là. Souvent, vous vous dites, oui, mais vous pouvez être tenté d'aller dans le sens de Whitehead, qui dit que toutes les choses sont étendues, en disant, ouais, mais si vous ne pensez pas que toutes les choses sont étendues, dessinez-moi une chose qui n'est pas étendue. Okay. Puis si je vous dessine une ligne comme ça, je vous dis, ah, ça c'est une ligne, c'est pas étendu, vous allez me dire, ouais, t'as mal regardé. En plus, c'est une craie épaisse, elle a 1 centimètre d'épaisseur, ta ligne. En fait, ce que tu as dessiné, ce n'est pas une ligne, c'est un rectangle tordu. On n'arrive pas à dessiner une ligne. Alors, je peux faire un peu plus fin, comme ça. On dirait, mais c'est toujours une ligne. On n'a jamais quelque chose qui n'a pas d'étendue. Okay. Donc ça peut vous conduire à dire avec Whitehead, de dire, ouais, en fait, il n'y a rien qui n'est pas étendu. Mais l'idée de Brentano, elle est très fine là-dessus. Dans une large mesure, elle est aristotélicienne. Elle dit, oui, non, mais en fait, là, tu n'as pas dessiné une ligne. Là, j'ai dessiné 4 lignes, parce qu'en fait, ce long rectangle blanc que je viens de dessiner, il y a une frontière supérieure, c'est la frontière qui délimite le blanc du vert, il y a une frontière inférieure, qui est la frontière qui délimite le blanc du vert, il y a une frontière ici, qui n'est pas bien droite, puis il y a une autre frontière ici. Okay. Donc, en fait, cette ligne-là, si vous simplifiez, c'est juste un rectangle. OK. Mais ça, ici, la limite entre le blanc et le vert, c'est bien une frontière. La limite entre le blanc et le vert, ici, c'est bien une frontière, etc., des 4 côtés. Okay. Donc, en fait, vous pouvez dessiner une chose qui n'a pas d'épaisseur. C'est juste que vous allez en dessiner plusieurs à la fois, à chaque fois. Hein. Là, vous n'avez pas dessiné une ligne, vous en avez dessiné 4. Okay. Ça, c'est la raison pour laquelle Brentano ne veut pas de l'idée que tout est étendu, qu'il y a des choses qui n'ont pas d'épaisseur, que rien n'a pas d'épaisseur. Pour lui, Brentano, il y a des choses qui n'ont pas d'épaisseur. Okay. Mais elles ne peuvent pas exister seules. Donc il y a 3 types de frontières. Une fois que vous avez saisi cette idée, il y a 3 types de frontières qui viennent assez naturellement. Vous avez la surface des choses, qui sont des frontières tridimensionnelles, surface de la table, surface de vos vêtements, de votre peau. Vous avez les lignes, qui sont les arêtes de la table, par exemple, ici. Ça, c'est un autre type de frontière, hein, une frontière bidimensionnelle. Et puis, vous avez les points, qui sont typiquement les sommets d'un cône, d'une table, du Mont Blanc. Et là, ce sont des points, des frontières qui n'ont aucune dimension. Okay. Toutes ces choses-là ont un sens dans lequel elles n'ont pas d'épaisseur. Okay. Une surface, elle n'a pas d'épaisseur du tout. Pensez pas à une surface comme la peau d'une mandarine ou votre peau, parce que la peau d'une mandarine, elle a encore une épaisseur. La surface de la mandarine, ce n'est pas la peau de la mandarine. C'est vraiment la limite entre la mandarine et l'extérieur. Et ça n'a pas d'épaisseur. De la même façon, la ligne qui marque l'arête de la table, elle n'a pas d'épaisseur.
et le point qui marque le sommet du Mont Blanc n'a pas d'épaisseur dans aucune, il est divisible dans aucun sens, spatialement, dans aucun sens possible. Okay. Donc il y a des entités qui n'ont pas d'épaisseur, contre Whitehead et ceux qui pensent que tout a une épaisseur, mais ces entités sont toujours des frontières. Et par là, Brentano veut dire, elles ne peuvent pas exister sans quelque chose qu'elles limitent. Une frontière par nature, ça borne. Okay, donc ce n'est pas comme les points mathématiques où vous partez des points comme si c'était les choses les choses fondamentales, et puis vous en faites une infinité pour arriver au continu arithmétique. Non, non, ça pour Brentano, ça ne marche pas du tout, parce que ces points comme ça, ils ne sont pas des frontières, ils ne sont pas définis comme bornant un intervalle. Ok, donc ça c'est la première idée de Brentano au sujet des frontières, qui a une longue origine aristotélicienne, mais qui est une très belle et riche idée. Et vous voyez que la notion fondamentale ici, en plus de celle de frontière, c'est la notion de dépendance ontologique. Okay. Par dépendance ontologique, on ne veut pas dire dépendance causale, ça ne veut pas dire que les frontières dépendent causalement de leur intérieur, que l'intérieur de la table cause le bord de la table. C'est juste qu'il ne pourrait pas y avoir de bord s'il n'y avait pas d'intérieur. Okay, vous voyez, c'est une forme de dépendance beaucoup plus intime, la dépendance ontologique, que la dépendance causale. Vous pouvez penser à la dépendance ontologique, une fois encore, comme ne pas pouvoir exister sans. Okay, une relation très utile en philosophie. Une chose qui ne peut pas exister sans une autre. Okay, et qui ne peut pas dans un sens métaphysique. Ce n'est pas juste des lois de la nature, il n'y a aucun monde possible dans lequel il y a une frontière sans intérieur. Alors, ok, ça c'est si vous avez ça, vous avez l'idée centrale de Brentano au sujet des frontières. Sur la base de cette idée, Brentano va faire tout un tas de choses très intéressantes. Il va notamment distinguer différentes propriétés des frontières. Et celle qui va nous intéresser ici, il y en a d'autres, c'est la notion de plérose d'une frontière. Elle va être très importante, cette notion, y compris en philosophie de la perception. Je vous disais la Gestalt tout à l'heure sur la perception des figures. On va voir que, je ne sais pas si je vous en parle avec Meinong peut-être, qu'il y a tout un tas d'observations sur la manière dont on voit les formes qui nous laissent penser que cette notion de plérose de frontière, elle a une contrepartie psychologique. Qu'est-ce que c'est que la plérose d'une frontière? C'est le nombre de directions dans lesquelles une frontière borne. Ça va permettre de dire qu'il y a des choses qui sont en un sens plus ou moins des frontières, qui bornent dans plus ou moins de directions. Je vais vous donner les exemples que donne Brentano. Voici un rectangle rouge. Dans ce rectangle rouge, dit Brentano, vous pouvez considérer deux types de frontières. Vous avez celle qui est au milieu, ici. Okay, c'est une ligne droite. C'est une ligne qui n'a vraiment aucune épaisseur. Évidemment, je suis obligé de le dessiner là, avec une épaisseur, mais au fond, elle n'a pas d'épaisseur. Et cette ligne-là, elle borne d'un côté la partie droite du rectangle rouge et de l'autre côté la partie gauche du rectangle rouge. Cette frontière-là, donc qui borne à gauche et à droite, Brentano dit qu'elle a une plérose entière, okay, parce qu'elle borne des deux côtés. Elle limite des deux côtés. Par contre, si vous prenez la frontière qui est au bout, ici, du triangle, du rectangle, cette frontière, elle ne borne que d'un côté. Okay, elle borne vers la gauche, donc ça c'est sa plérose, la moitié de sa plérose, mais de l'autre côté, par hypothèse, c'est du vide, ici, il n'y a rien, donc elle ne borne pas de l'autre côté. Donc c'est une frontière qui ne limite que d'un côté. Okay, donc les frontières qui sont au bout, c'est pareil pour le temps, si vous voulez. Vous commencez à marcher, le début où vous marchez, c'est quelque chose qui borne que d'un côté. Okay, ça borne du côté de la suite. Mais par contre, avant, il n'y avait rien. Puis la fin, ça va être l'inverse. Donc ça, c'est la première propriété des frontières. Voici comment ça marche pour un cercle, pour un point, pardon. Le point qui est au centre du cercle, dit Brentano, il a une plérose entière parce qu'il borne dans tous les sens autour. Okay, mais si vous commencez à grignoter le cercle comme un camembert, vous limitez la plérose de la frontière au milieu. Parce que là, il y a tout un tas de directions dans lesquelles le point ne borne plus. Okay, qui ne borne plus que vers l'intérieur de ce qui reste du camembert. Donc ça vous donne cette idée, vous voyez que les frontières peuvent venir avec cette première type de propriété qui est quantifiable, qui dit que les frontières bornent dans certaines directions et pas dans d'autres. Les lignes bornent vers l'intérieur, les surfaces bornent vers l'intérieur et les points bornent vers l'intérieur, si vous voulez, même si là c'est plus difficile de parler d'intérieur. Pensez au sommet d'un cône, c'est l'exemple de Brentano. Si le cône est entier, il borne tout le cône, et puis si vous commencez à grignoter le cône, le sommet du cône limite moins, pour ainsi dire, qu'il ne le faisait avant. Okay.
Donc je vous disais pour commencer, donc ça c'est la notion de plérose de frontière. Donc les frontières sont des entités dépendantes qui n'ont pas d'épaisseur, elles ont une plérose, nombre de directions dans lesquelles elles bornent, et grâce à ça, Brentano va pouvoir dire que les frontières ont des parties. Pas des parties spatiales, vous ne pouvez pas les découper avec un couteau, mais un autre type de parties, ce qui les distingue des points dans le sens standard. Donc comment est-ce qu'elles peuvent avoir des parties si elles ne sont pas étendues? Les parties des frontières ne sont pas des parties spatiales, okay, mais l'idée c'est que certaines frontières ont pour partie d'autres frontières de plérose inférieure. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? On va le voir là. Le meilleur exemple, c'est l'exemple que vous avez là. Ici, dans ce cas-là, vous avez une seule frontière. Enfin, les frontières, je les représente en pointillé ici. Vous n'avez qu'une seule frontière qui a une plérose, ce que Brentano appelle la moitié d'une plérose, parce qu'elle borne que vers la gauche. Ici, d'accord. Ici, vous avez deux frontières, au même endroit, au même moment, on va y revenir dans un instant. Une frontière qui borne vers la gauche, qui est rouge, et une frontière qui borne vers la droite, qui est bleue. Okay, ces deux frontières sont au même endroit, au même moment. Ces deux frontières, elles n'ont que la moitié d'une plérose. Okay, et elles forment deux frontières différentes qui ne forment pas une seule frontière. Par contre, ici, dit Brentano, vous avez une frontière qui borne vers la droite, une frontière qui borne vers la gauche, et ces deux frontières, en fait, elles forment différentes parties d'une frontière entière, qui est une frontière qui a une plérose complète. Okay, donc là, vous avez une frontière qui a une plérose complète qui borne à gauche et à droite, et elle est composée d'une frontière qui borne qu'à gauche et d'une frontière qui porte qu'à droite. Voilà, vous avez trois frontières au même endroit, au même moment. Oui, Giacomo. Pas compris en base à quoi je ne pourrais pas faire la même chose avec le premier carré et le diviser comme le troisième. Celui-là? Ouais. Si, vous pourriez le diviser. Si vous faisiez une frontière au milieu, ce serait la même chose. Ce qui est important, c'est que cette frontière-là, elle n'a pas le même type que l'infinité de frontières qu'il y a au milieu. Parce que cette frontière-là, du bord, elle borne que d'un côté. Okay, elle borne par là, elle ne borne pas par là. Ok, mais même dans la première image, on peut dire qu'il y a... Dans la première image, vous avez ces frontières-là, c'est juste arbitraire que j'ai pris. Vous en avez plein d'autres. Hein. Ici, vous pourriez mettre des pointillés là, 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 dans tous les sens. Tout ça, c'est des frontières qui vont borner. Donc, vous pouvez découper le. Hein, il y a autant de frontières que vous voulez à l'intérieur de toutes les formes. Là-dessus, c'est pas le. Mais je prends juste des exemples paradigmatiques qui sont par ailleurs les exemples. Enfin, Brentano ne nous donne pas les dessins, mais il prend souvent l'exemple d'un triangle, d'un rectangle rouge pour expliquer cette histoire-là. Okay, donc, ce qui est important, c'est quand vous avez une frontière qui est homogène, si vous voulez, qui borne de différents côtés, vous avez une méréologie de frontières, des frontières qui ont des parties. Hein. OK. Alors, la dernière chose que je veux vous dire sur cette théorie des frontières, c'est peut-être la plus excitante. Donc, Brentano, il utilise cette théorie des frontières pour résoudre beaucoup de problèmes. Un problème dont je ne vous parle pas ici, c'est la question du continu. Comment rendre compte que des choses sont continues, qu'il n'y ait pas de trou, que l'espace est continu, que le temps est continu, que la couleur de vos vêtements est continue, il n'y a pas de trou. Parfois, il y a des trous, mais il peut ne pas y avoir de trous, etc. Alors, on n'en parle pas ici. Ce qui va nous intéresser, en revanche, c'est un problème que les philosophes traînent depuis Aristote au moins, qui est le problème du contact. Comment faire pour rendre compte du fait que deux choses sont en contact, se touchent. Okay, vous serrez la main de quelqu'un, vous êtes en contact. En ce moment, vos pieds sont en contact avec le sol, vos mains sont en contact avec la table. Qu'est-ce qui se passe quand il y a du contact entre des entités différentes? Comment est-ce qu'on peut rendre compte de ça? Okay, et à première vue, vous avez deux solutions, et deux solutions qui posent problème. On va prendre deux livres, un livre rouge, un livre bleu, puis on se dit quand est-ce que ces deux livres sont en contact. Première solution, c'est de dire qu'ils sont en contact quand ils sont juste à côté. Okay, et qu'est-ce qu'on veut dire par juste à côté? On veut dire quand ils occupent des points adjacents de l'espace. Okay, donc vous avez l'espace, vous mettez vos livres dedans, vous mettez vos livres de telle sorte qu'ils occupent des points qui sont juste les uns à côté des autres. Est-ce que vous voyez un problème pour cette proposition-là? Okay, donc vous avez les livres, puis vous dites, comment vous les faites rentrer en contact? Vous faites en sorte que leurs frontières soient localisées à des points qui sont immédiatement adjacents. C'est ça, être en contact. Est-ce que vous voyez un problème avec ça? Pas de problème?
Maëlle? Peut-être le fait que ce soit les points qui sont adjacents, qui sont en contact à ce moment-là et pas les objets eux-mêmes. Ah, vous êtes dans une... Alors, d'une certaine manière, ça, c'est pas directement un problème, parce que vous dites ce qu'on définit, c'est le contact des points à l'aide le contact des objets à l'aide du contact des points de l'espace dans lequel sont les objets. Okay, donc c'est une manière d'étendre le contact entre objets depuis le contact entre des points de l'espace. Okay, mais cela dit, ça ouvre la voie à une objection ici, c'est de dire, si on veut définir le contact en général, on n'a pas répondu à ça, parce qu'on accepte comme primitif le contact des points dans l'espace. Okay, puis ça, on aimerait comprendre ce que ça veut dire pour deux points dans l'espace que d'être en contact. Okay, donc on essaye de définir le contact. Entre deux objets, on dit, c'est facile, c'est quand ils sont dans deux lieux qui sont en contact. Ah oui, mais c'est quoi deux lieux qui sont en contact? On n'a toujours pas compris ça. Donc ça, c'est un premier problème avec cette solution. Mais il y a un deuxième problème avec cette solution, c'est que les points en contact dans l'espace, d'après la théorie la plus standard de l'espace, ça n'existe pas deux points en contact dans l'espace. Vous arrivez à voir pourquoi deux points dans l'espace ne peuvent pas être en contact? Claire? Parce qu'il y aura toujours un petit peu d'espace, sinon ils fusionnent entre eux. Exactement. Donc l'idée en général, c'est que si vous avez deux points qui sont en contact et qui sont deux, en fait, ils ne sont pas vraiment en contact parce qu'il y en a toujours un entre eux. Okay, alors il sera peut-être plus petit, pour ainsi dire, il n'y a pas de taille de point. Mais c'est exactement comme les nombres, d'accord? Si vous demandez à une petite fille, donne-moi deux nombres qui se touchent, elle va dire 2 et 3, là ça se touche. Tu dis, ouais, mais 2,5. Elle dit, ouais, ok, alors je vais dire 2,5 et 2,6, là ça se touche, j'étais bien nu. Hein. Non, 2,65, etc. etc. Okay, vous voyez qu'entre deux points de l'espace, il y en a toujours une infinité d'autres, en réalité, de la même façon qu'entre deux nombres, il y en a un autre. Et s'il vous reste quelque chose entre les deux que vous avez, c'est ce qu'on appelle des espaces denses de points, de nombres, s'il vous reste quelque chose entre, vous dites, on ne se touche jamais vraiment. Quoi. Donc si vous voulez embrasser votre amoureux ou votre amoureuse, il reste toujours un truc, il reste toujours un petit machin. C'est quand même frustrant. Donc on veut plus que ça, on veut vraiment pouvoir se toucher, et là, ça ne marche pas. Donc ça, c'est le premier problème. Si l'espace est dense, entre deux points, il y en a toujours un autre, et les deux surfaces ne se touchent pas vraiment. Okay. Donc il y a un problème de circularité, je vous l'ai déjà mentionné, puis ce problème principal, en fait, le problème numéro 1, qui est qu'entre deux points, il y en a toujours un autre. Bien, alors comment on fait pour assurer le contact si c'est ça? Bolzano, à ne pas confondre avec Brentano, dont vous entendez ou avez entendu parler avec Paolo Natali. Bolzano, lui, il a une très belle théorie du contact. Il dit, mais en fait, ce n'est pas compliqué. Il faut distinguer les objets qui contiennent leurs frontières de ceux qui ne contiennent pas leurs frontières. On va reprendre notre rectangle ici. Ça, vous avez un objet dans l'espace. On a vu que cet objet, il incluait ses frontières. Les frontières, elles dépendent de l'objet. Okay, donc ça, c'est un objet fermé. Repensez à votre mathématique. Vous avez des intervalles ouverts et vous avez des intervalles fermés. Okay, donc, si vous prenez la suite de tous les nombres entiers jusqu'à 4, ok, et puis que ensuite vous prenez la suite de tous les nombres entiers à partir de 4 jusqu'à ce que vous voulez, là vous avez un intervalle fermé, et puis ici vous avez un intervalle semi-ouvert. Et là, c'est possible qu'ils se touchent, okay, parce que le premier intervalle il inclut 4, le deuxième intervalle il n'inclut pas 4, vous prenez tout ce qu'il y a juste après 4. Okay, donc c'est la même idée pour les objets, vous dites il y a des objets qui sont fermés et il y a des objets qui sont ouverts. Notre triangle ici, c'est un objet fermé parce qu'il contient ses frontières, et le milieu dans lequel est le triangle, c'est un objet ouvert, il ne contient pas les frontières, l'espace ici. Donc c'est pour ça que le rectangle, c'est pour ça que le rectangle est en contact avec l'espace environnant. Vous voyez l'idée? Donc l'espace Giacomo est en contact avec l'espace dans lequel il est, parce que Giacomo, il a ses frontières, elles sont à lui, elles dépendent de Giacomo, mais l'espace autour de Giacomo, il prend tout ce qui reste, si vous voulez. Okay. Donc c'est un intervalle ouvert, l'espace autour de Giacomo. Il ne contient pas les frontières de Giacomo. Hein, donc c'est pour ça que Giacomo est en contact avec l'espace qui l'entoure. Donc l'idée de Bolzano, qu'il faudrait creuser ici, mais je vous la présente très rapidement, c'est l'idée de dire le contact, la seule manière qu'il puisse y avoir un contact, c'est entre des objets ouverts et des objets fermés. Des objets qui contiennent leurs frontières d'un côté et des objets qui ne contiennent pas leurs frontières de l'autre côté. Est-ce que vous voyez un problème pour cette théorie-là du contact?
Très bien. Donc, vrai problème avec ça, c'est que vous vous rendez compte du contact entre les objets ouverts et les objets fermés. Très bien, s'il y a cette distinction-là. Mais comment vous faites pour que deux objets fermés puissent se toucher? Et comment vous faites pour que deux objets ouverts puissent se toucher? C'est le même problème. Vous n'avez pas résolu ce problème-là. Et Brentano voit ça, il fait une blague un peu cruelle, il dit oui, essayez de jouer au billard avec la théorie bolzanienne du contact. Donc vous avez votre boule blanche et vous devez vous dire, ok, je peux taper que dans les autres boules, mais seulement celles, si ma boule blanche est fermée, seulement les autres boules qui sont ouvertes. Parce que si je tape dans une boule fermée, ça ne va jamais marcher, je ne pourrai pas la déplacer. Donc il dit, on ne pourra jamais jouer au billard, et il a un jugement assez sévère. Il dit, la solution de Bolzano, c'est une doctrine qu'il appelle monstrueuse. Ce n'est pas possible de dire qu'il y a du contact qu'entre les objets ouverts et les objets fermés. Donc qu'est-ce qu'il faut pour rendre compte du contact? Vous voyez que le problème n'est pas mince, en fait. Hein, c'est un vrai problème. Alors, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas d'issue pour la solution de Bolzano. Il y a notamment défendu dans une version renouvelée par Achille et Vardi aujourd'hui. Mais Brentano, lui, a une proposition assez claire. C'est l'idée suivante, deuxième point, je saute le premier, que deux objets sont en contact quand leurs frontières coïncident, sont au même endroit, au même moment. Okay. Donc si vous voulez toucher quelqu'un ou quelque chose, il va littéralement y avoir une coïncidence de vos frontières. Les deux frontières vont être au même endroit, au même moment. Petite parenthèse, si vous dites ça aujourd'hui à quelqu'un qui fait de la physique, cette personne pourra vous dire « Oui, mais il n'y a jamais vraiment de contact. En réalité, quand vous êtes sur la table, il y a tout un tas d'échanges de force ou d'énergie, mais vous ne touchez jamais parfaitement la table. Okay. Mais ça n'empêche pas qu'on se pose la question de savoir est-ce que d'autres objets peuvent se toucher? Vous avez des entités en physique, si vous pensez qu'il n'y a pas d'action en distance, à un moment, il va y avoir du contact. Donc, si ce n'est pas le contact entre les êtres humains et les tables ou entre les êtres humains d'entre eux, peut-être que c'est contact à un niveau physique plus fondamental. Il faut répondre à cette question-là. Et par ailleurs, même si on arrivait à la conclusion de savoir le contact n'existe jamais, pour des raisons empiriques, physiques, ce serait important de savoir ce qu'on entend par le contact. Ce que veut dire, pour comprendre ce que c'est que cette phrase, le contact n'existe jamais, il faut au moins qu'on puisse faire sens de la notion de contact, et c'est ça que permet la théorie de Brentano. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que deux choses soient en contact pour lui? Il faut que deux objets soient au même endroit, que deux frontières soient au même endroit au même moment. On a notre livre bleu, on a notre livre jaune, rouge, c'est l'exemple de Brentano. Vous les mettez en contact, la surface rouge et la surface bleue sont exactement au même endroit au même moment. Okay. Là, vous voyez que ça résout tous les problèmes qu'on a vus avant. Il n'y a plus besoin de dire entre ces deux livres, il reste une petite surface où il n'y a que les livres ouverts qui peuvent toucher les livres fermés. Vous pouvez dire que tous les livres sont fermés, ils peuvent se toucher, c'est très bien. Mes livres dans ma bibliothèque se touchent. Mais il y a deux coups. Vous pouvez vous dire deux trucs rouges bleu et bleu, entièrement rouge, entièrement bleu, au même endroit, au même moment, c'est très bizarre. Ça viole l'impénétrabilité des substances. Vous vous souvenez que Brentano veut garder l'impénétrabilité des substances. Et ça viole par ailleurs l'impénétrabilité des couleurs. Ça, je ne vous en ai pas parlé, mais il veut garder ça aussi. Il veut dire, c'est jamais possible qu'une même chose soit à la fois entièrement bleue et entièrement rouge. Donc, a priori, il viole ces deux choses-là. Mais en fait, dit Brentano, non, vous avez mal compris ma théorie. Je maintiens ces deux principes d'impénétrabilité, mais mon livre rouge et mon livre bleu, ils restent impénétrables. Ce n'est pas les livres qui se pénètrent, c'est seulement leurs frontières qui se compénètrent, qui sont au même endroit au même moment. Les livres, ils restent dans des endroits distincts. Les frontières ne sont pas des substances. Okay, les livres sont des substances. Mon principe d'impénétrabilité, lorsqu'il vaut pour les substances. Les frontières ne sont pas des substances, les frontières, elles peuvent être au même endroit au même moment. Ça, c'est sa manière d'affaiblir la chose. Vous vous souvenez ce qu'il avait dit avant sur l'impénétrabilité quand on parlait du réisme. Il disait les accidents peuvent être au même endroit au même moment, mais deux substances ne peuvent pas être au même endroit au même moment. Giacomo Assi et Giacomo philosophe, ces trois choses-là sont au même endroit au même moment, mais jamais c'est le cas que Giacomo et Claire sont au même endroit au même moment.
Alors là, c'est pareil, il s'appuie sur la notion de substance pour dire deux livres qui se touchent, c'est uniquement leurs frontières qui se compénètrent et non pas les livres en tant que tels. Et puis la seconde objection, ça consiste à dire oui, mais quand même, on a au même endroit, au même moment, du bleu et du rouge quand les deux livres se touchent. Et ça, c'est la compénétration des couleurs. Si vous mettez du bleu et du rouge au même endroit, peut-être vous pouvez vous dire ça fait du violet. Brentano a fait des livres entiers, des textes entiers très intéressants sur le mélange des couleurs, savoir qu'est-ce qui se passe quand les couleurs se mélangent. Donc il est vivement conscient de ce problème-là. Il dit non, il n'y a pas de violet quand vous mettez un livre contre un autre. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de violet? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le rouge et le bleu qui sont au même endroit, au même moment, d'une manière qui violerait l'impénétrabilité des couleurs? Eh bien, la réponse de Brentano, c'est que ce sont des couleurs de livres différentes. Okay. Si l'impénétrabilité des couleurs, elle nous dit que que un même objet ne peut pas être à la fois entièrement rouge et entièrement bleu. Okay. S'il est entièrement rouge et entièrement bleu, c'est qu'on a mal regardé. Il faut regarder de plus près, c'est qu'il a des parties rouges et des parties bleues. Okay. Ça, c'est la thèse de Brentano sur le mélange des couleurs. Si vous avez l'impression qu'il est violet, regardez de plus près, et puis vous allez arriver à zoomer à un moment où vous aurez des petits carrés bleus et des petits carrés rouges à côté les uns des autres. Il n'y a jamais à strictement parler, comme le pensaient les stoïciens, des couleurs qui sont au même endroit au même moment. Mais là, ce n'est pas un problème pour Brentano parce que c'est deux objets différents. Ce n'est pas un même livre qui est bleu et rouge. Il y a un livre bleu et un livre rouge. Okay. Donc c'est la rougeur de l'un qui est au même endroit que la bleuté de l'autre, la bleueur de l'autre, je ne sais pas comment on dit. If a red and blue surface are in contact with each other, then a red and blue light coincide, each with different plerosis. Quand une surface rouge et une surface bleue sont en contact l'un avec l'autre, alors il y a une coïncidence entre une surface rouge et une surface bleue, mais de plérosis différentes. La plérosis, souvenez-vous, de pléroses différentes, c'est de quoi dépendent ces couleurs, de quoi dépendent ces frontières. Elles bornent dans des sens différents. Le bleu borne vers le livre A, le rouge borne vers le livre B. Bien, ça c'était la théorie brentanienne des frontières qui nous donne la réponse au problème du contact, si Brentano a raison. Okay. Être en contact, c'est avoir des frontières qui se superposent. Je conclus. On a vu aujourd'hui, donc ce qui me restait à vous présenter, c'est ce qu'on a vu en fin de dernière séance sur les 4 phases de la philosophie chez Brentano. Donc on a terminé notre examen de la thèse, des thèses de Brentano. Pour synthétiser, pour conclure uniquement sur la partie métaphysique, on a vu 2 choses. Premièrement, le réisme de Brentano qui s'appuie étroitement sur sa psychologie, son idée que tout ce qu'il y a, c'est des choses. Les choses sont de 2 types, des accidents et des substances. Les substances sont des parties des accidents, mais si vous enlevez une substance à un accident, il ne reste rien. Et pourtant, les substances et les accidents ne sont pas identiques, contrairement à ce que suggérait Morin, qui était une très bonne objection par ailleurs, mais c'est ce qui rend la théorie de Brentano étrange. Ça, c'est la première partie importante de la métaphysique de Brentano. Seconde partie importante, sa théorie des frontières. Tous les objets qu'il y a autour de vous ont des frontières extérieures, intérieures. Ces frontières sont non étendues, dans le sens où il y a toujours une dimension dans laquelle vous ne pouvez pas couper plus petit. Ces frontières sont existentiellement dépendantes de ce qu'elles bornent. Vous ne pouvez pas avoir une frontière qui se promène toute seule, comme vous pouvez avoir un point qui se promène tout seul, d'après les partisans de la théorie des points. Et ces frontières ont différentes parties selon le nombre de directions dans lesquelles elles bornent. Bien, ça c'est la fin de notre présentation de Brentano. À partir de la prochaine fois, on va voir Alexius Meinong, qui est un élève de Brentano, qui reprend tout un tas de thèses de Brentano sur l'intentionnalité, mais qui en rejette plein d'autres. La grande thèse que va défendre Meinong, contrairement à Brentano, Meinong ne veut pas de ces histoires de métaphysique bizarres avec différentes choses au même endroit, au même moment. Ça, il ne va pas reprendre. Il va préférer une métaphysique beaucoup moins bizarre, à ses yeux, dans laquelle il existe des dragons. Et quand on pense à un dragon, on est en relation avec un dragon. C'est la grande thèse de Meinong, qu'il y a une métaphysique beaucoup plus riche que ce qu'on imagine. Mais ça, on le verra à partir des séances prochaines. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous mets en ligne la deuxième partie du cours, au moins. Et puis j'essaye de trouver un moment pour enregistrer la première.